Alors, nous voici samedi 13 novembre en vieille ville de Neuchâtel, chez vous, Freddy Landry, dans un appartement que vous avez eu il y a 35 ans grâce au cinéma. Grâce au cinéma, oui. On a tourné plusieurs de nos films à Neuchâtel en demandant à ce moment-là l'aide de la ville, en particulier de nous fournir du personnel pour l'électricité, de nous fournir des locaux, etc. De local en local, dans le bureau de production, nous sommes arrivés ici. Et c'est resté après un appartement qui a permis de faire les études de nos filles et que j'occupe maintenant en adorant ce coin de la ville parce qu'on est dans un village, le village de la vieille ville. Exactement. Alors Freddy Landry, est-ce que vous pouvez nous rappeler où et quand vous êtes né pour qu'on situe 1930, ce qui fait donc 80 aujourd'hui, au Verrières. Donc je suis jurassien du Haut, devenu depuis lors attaché au bas, parce que le lac c'est quand même mieux que les sapins. Enfin, je commence à dire des bêtises pour les Neuchâtelois. Ayant quitté la maison à partir de 16 ans pour faire les études à Neuchâtel, enfin en étant constamment entre la maison familiale et les chambres d'étudiants, puis les appartements de jeunes mariés, etc. C'est bien que j'ai vécu dans une quinzaine d'appartements à moins d'1 kilomètre de la place Fury, dans ces 65 ans. Et puis quelle a été votre formation? Un bachelor scientifique, c'est une licence universitaire que j'aurais volontiers fait en lettres, mais il aurait fallu pour ça faire un examen probatoire de latin, je veux dire apprendre 3000 mots en latin. J'ai trouvé ça tellement ridicule que j'ai procédé par élimination. Il est resté les mathématiques. D'accord. Et puis donc, après ça, vous avez enseigné au gymnase cantonal de Neuchâtel? Oh, j'ai enseigné un peu partout. J'ai commencé à l'école secondaire, puis à l'école de commerce, puis après au gymnase. Et je crois que ma première leçon, c'est pour remplacer mon professeur, dont j'étais l'assistant à l'université. Donc j'ai enseigné au moins 2 heures de cours à l'université. D'accord, mais professeur de maths, et puis... Professeur de maths. Et puis par la suite, vous allez enseigner dans une option cinéma au gymnase cantonal? Ah, par la suite, on a eu la volonté de faire partager notre amour du cinéma, d'être de ces gens qui transportent le cinéma de l'écran vers les jeunes générations. Création de ciné-clubs, etc. Donc votre amour, vous parlez de qui? Vous et... d'autres enseignants. On a commencé à créer le ciné-club universitaire dans les années 50, au moment où, avec Buache, le ciné-club s'installait à Genève, Tanner Goretta, tiens, c'est pas un hasard si on retrouve des gens comme moi ou d'autres, les Dubois de la Chaux-de-Fonds, etc. C'est le même ciné-club Ah, c'est les ciné-clubs de Suisse romande. Ok. Puis la participation à la Fédération suisse des ciné-clubs, où on a dû se battre pour faire acheter un film de Chris Marker. Vous savez, le film de Chris Marker qui montre 3 points de vue sur la réalité soviétique. Je sais plus comment... Le nom m'échappe maintenant. Mais nos camarades de Salémanique ne voulaient quand même pas un film qui risquait de célébrer certaines vertus du régime soviétique. D'accord. Mais alors donc, cette option cinéma, si mes informations sont exactes, ça commence en 64 et ça consiste en quoi? En 54 En 64. En 60. Oh, ah oui, bon, ça c'est simplement... on a formé un ciné-club de toutes les écoles de Neuchâtel. Si bien qu'on montrait des films parfois à 1000 personnes. C'était la période la plus brillante pour les ciné-clubs. On avait un triple programme sur le cinéma courant, enfin le cinéma commercial d'auteur. On avait un programme d'histoire du cinéma qui était fait par Blaise Duport, et puis un programme de recherche et découverte qui était déjà ma préoccupation. Puis on était tellement fâchés que les gens s'inscrivent à raison de 600 pour le programme de grand classique, puis 150 essais de découverte, qu'on a décidé une année de permuter. On a fait des programmes, puis on a permuté pour voir ce qui se passait. Ben, il s'est passé que le programme de grand film n'a pas eu les 600 habituels, mais 350, puis que l'essai découverte qui était à 100 est monté à 200.
Donc les gens étaient déjà attirés par une certaine étiquette. Le coup du blockbuster, ça fonctionnait déjà à ce moment-là. Alors il est venu le moment où on a eu envie, parce qu'il est venu l'écriture pour certains journaux, la fréquentation de Locarno, etc. On a eu envie de se dire, mais il faut faire un peu plus dans les écoles. On était dans une période euphorique où le département avait beaucoup d'argent, les directeurs d'école des moyens. On a pu introduire un double cours de cinéma au gymnase de Neuchâtel qui était voir des films, dans la ligne du essai découverte, et puis l'autre c'était faire des films. Et puis c'est à ça que s'est résumée cette activité qui a duré quand même une quinzaine d'années, plus l'activité en ciné-club qui a duré jusqu'à la fin de mon départ du gymnase d'enseignement. Alors c'était atelier de réalisation, mais sur quel format? On a même fait du 32, non pas, on a même fait du 16. Beaucoup de Super 8 et du 16 dans certains cas. On avait aussi des moyens. En plus, notre association de ciné-club était bénéficiaire. Les billets coûtaient 2 francs, je crois, en 1961 ou 62. Mais quand vous avez 1500 personnes qui payent pratiquement 2 francs, ça faisait, si je veux dire, 7. Donc on a cumulé et on a fait des fonds de réserve. Et le fonds de réserve du gymnase a permis de se financer un certain nombre de films de gymnasiens. Je crois qu'on a même acheté une caméra 16 mm. Donc vous étiez capable de produire les films dans le cadre de... Exactement, exactement. Et puis parmi vos élèves, il y a quelques noms... Parmi les anciens élèves qui ont fait on va les reprendre dans l'ordre. Laurent Huller a fait ses premières épreuves aussi, ses premiers films au gymnase dans ce cadre-là. Michel Rode aussi. Un dénommé Frédéric Maire, je crois a une certaine réputation à l'heure actuelle en Suisse romande, a fait ses premiers longs métrages dans ce cadre aussi, puisqu'on a fait en 1980 2 films de long métrage, Super 8, un film de Robert Bouvier, Porporino, puis un film de Frédéric Maire, Ferme à vendre, qu'on a naturalisé professionnel parce que Milos Film à ce moment-là était devenu coproducteur, ce qui nous avait permis de le présenter pour les primes. Et ils ont eu des primes. J'avais aussi présenté un film de Jean Frey de la Chaux-de-Fonds sur le directeur de Chaux-de-Fonds, mais qui était un film d'école. Alors ce film d'école, il n'a pas eu de prime parce que c'était un film d'école, donc ça nous a permis de naturaliser cinéma. Parce que Jean Frey, il tenait le ciné-club à la Chaux-de-Fonds. Jean Frey, c'était un des responsables du ciné-club de la Chaux-de-Fonds. Ouais. Alors, disons, cette période des 2 longs métrages en Super 8, c'est une de ces belles périodes que j'aime beaucoup dans mon souvenir, parce que ça a été du culot de faire des longs métrages en Super 8, d'après un roman de Fernandez, pas avoir les droits. Robert Bouvier les avait obtenus par l'intermédiaire de son oncle, du côté de l'écrivain. Mais là-dessus, on avait dans la bande sonore Tino Rossi, etc. Je ne vous dis pas comment le problème s'est réglé du point de vue des droits musicaux. C'était devenu une coproduction avec la TV romande. Mais comment le film était exploité après? Il est inexploitable. C'était inexploitable? C'est inexploitable. Il a été montré une fois à 1h du matin à la TSR. On l'a montré dans une journée du cinéma neuchâtelois. Bouvier s'est promené un peu partout avec son film, ce qui a lui a d'ailleurs facilité un certain nombre de la suite de sa carrière de cinéaste, pas de celle d'homme de théâtre. Il avait obtenu une bourse de l'Andy-Ségir de 25 000 balles. Grâce à l'enthousiasme d'un autre Bouvier qui était Nicolas, qui avait vu le film ensemble à Berne pendant qu'on regardait les films pour les primes, puis il avait dit, mais enfin, ce garçon a bourré de talent, je vais proposer. Enfin, c'est comme ça que les gens ont pu aussi à ce moment-là commencer de faire du cinéma. Mais j'ai gardé un faible pour cette période des 2 longs métrages en Super 8. Mais j'ai pas compris pourquoi le choix du Super 8. Non, ça, parce qu'il n'y avait pas moyen de faire autre. Ah oui, non, Porporino. Ouais, Porporino. C'est une très jolie histoire. Son prof de français me dit un jour, j'ai un élève qui m'a présenté un film qui dure 1h30, et puis il a montré des images, et puis il parlait pendant le film. C'était lui la bande sonore. Puis je crois bien que c'est bien. Si tu veux pas le regarder, puis j'ai regardé le film avec la bande sonore. C'était tout mal fichu, les images étaient mauvaises, le jeu était mauvais, etc. C'était mal tout. Mais il y avait quelque chose. Puis
on a discuté avec le réalisateur et son assistant, opérateur, qui s'appelait Frédéric Maire, en disant maintenant, est-ce qu'on fait un film à partir... Ah, il voulait du son direct. Il voulait faire du son direct. Je dis non mais ça va pas. On s'est mis d'accord sur on garde de ce que tu as fait ou ce que vous avez fait ce qui est bon. On regarde combien il y a de temps et puis on tourne ce qu'il faut pour compléter. On a travaillé tous les mercredis tous les 15 jours pendant 1 année et demie. Ça a donné un film d'1 heure qui méritait sa prime fédérale d'études. C'est pour ça que j'ai un faible pour ce truc, parce que c'était une assez belle provocation à l'égard de ce qu'on faisait en Suisse, c'est-à-dire de ce qu'on faisait pas, c'est-à-dire des films selon le cœur avec sans argent. Enfin. Alors, en fait, on va peut-être un peu avancer chronologiquement. Oui, parce que là j'ai fait un saut vers 1980. Et revenir peut-être un peu en arrière, et puis revenir à vos premiers liens avec le festival de Locarno. À quel moment vous avez commencé à fréquenter ce festival? Enfin, comment vous en êtes arrivé à aller... vos liens avec Locarno, ouais. Les liens avec Locarno, c'est à travers Buach, bien entendu, parce que tout ce qui se passait en Suisse romande et dans le cinéma voit à un certain moment Buach intervenir. Buach, il était un peu... Locarno, au début, c'était vraiment pas un festival qui était bien vu des autorités. Le directeur Beretta était connu comme des forces de gauche au Tessin. Au Tessin, il y a aussi d'autres forces que la gauche. Il faisait un peu n'importe quoi. Il faisait venir en particulier les films de l'Est assez avant. Puis Buach se sentait un peu seul, peut-être. Puis par les liens qu'on a eus par les ciné-clubs, il nous a dit une année, mais tu devrais venir à Locarno. Puis on est venu, ma femme et moi, à Locarno. Puis quand on a vu les choses qui se passaient à Locarno, on est allé voir Cinema e Gioventù, qui était organisé par la Commission fédérale pour l'UNESCO, quelque chose comme ça, avec le personnel d'enseignants du collège de jeunes filles catholiques. Puis on s'est glissé là pour faire 2 entretiens, et puis petit à petit, on a pris le pouvoir. Donc en fait, c'est pas vous qui êtes à la base de ces rencontres cinéma et jeunesse? Les rencontres cinéma et jeunesse, contrairement à ce que prétendent certains journalistes de Suisse romande qui les font naître en 1970, duraient depuis quelques années à Locarno dans un cadre très strict, où on a pris le pouvoir de faire les programmes, de faire venir des gens dans les programmes. Quand même, la première année, on nous a interdit de montrer un couteau dans l'eau. Quand on a vu que les organisateurs interdisaient de montrer un Polanski couteau dans l'eau, on s'est dit non, on les met à la porte. Ces gens-là, puis on les a mis à la porte et on a fait les programmes qu'on voulait faire. Quand vous dites on, il y avait vous et qui dans ces... Il y avait Delta Geiler, qui était une des proches de la direction du festival. Bien entendu, Vinicio Beretta, qui avait trouvé des gens qui, avec lui, pouvaient faire des choses un peu plus provocantes pour le Tessin. Mais comme on ne me connaissait pas, c'était pas dangereux. Tandis qu'on connaissait Buach pour ses opinions, qui étaient elles aussi un peu gauchisantes et anarchisantes. Et puis on a pris le pouvoir, quoi, c'est tout. Et concrètement, il s'agissait de faire quoi? D'organiser des projections pour des jeunes? D'inviter des jeunes au festival de Locarno. Voilà. Et puis très vite, d'extraire de ce groupe de jeunes d'une cinquantaine, un groupe d'une dizaine de personnes qui formèrent un jury de jeunes, qui est devenu le jury officiel en 68, parce qu'il y avait aussi des incidents, bien entendu, des incidents en 68 ou 69 à Locarno. Enfin, on a toujours une année de retard en Suisse sur les grands événements. Je crois que c'est 69 qui a été contesté. C'est le jury des jeunes qui est devenu le jury principal, dans lequel il y avait dans les jurés Frédéric Gonzette, devenu cinéaste. Est-ce que Ciccio, Renato Berta étaient dans les jurys des années 70? Je sais pas, mais il était en tout cas dans les gens qui étaient dans les jeunes du festival. Dans ces rencontres cinéma et jeunesse a passé une partie de ceux qui sont venus du cinéma suisse de ces années-là. C'était nos conférenciers, c'était Alain Tanner ou Michel Souter, c'était Henri Brand. Et puis, Berta, c'est à Locarno qu'il a pris contact avec les milieux de cinéma, etc. D'accord. Et puis à la même époque, vous avez été directeur des semaines d'études cinématographiques. Ouais, alors ça c'était... Oui. On est toute une bande en Suisse, je citerai en Suisse alémanique Alex Penning, qui est devenu responsable de la section du cinéma, Martin Schlappner, un grand critique d'ANZZ, Martin Schaub, qui était lui à
À quoi? Tages-Anzeiger, Buach, plus ou moins lié, mais de plus en plus proche de ces gens-là. En Suisse romande, beaucoup d'Alain Tanner, qui voulait quand même que le cinéma suisse soit mieux défendu qu'il l'était. Je rappelle qu'avant les années 70, on ne pouvait pas apporter une aide fédérale au cinéma de fiction. La loi sur le cinéma ne permettait d'aider que la documentation. Puis on a dit, il faut que ça change. Alors on s'est mis partout. Alors des rencontres de cinéma et jeunesse à Locarno, il y a eu un de mes collègues, Furter, qui était professeur de français à Zurich, qui savait que je m'intéressais au cinéma, puis qui m'a dit, tu devrais venir voir ce que font les Zurichois, puis ce que faisaient les Zurichois. C'était déjà des rencontres à Engelberg, mais où je me suis aperçu qu'ils prenaient le cinéma pour prétexte à un discours de prophète de littérature, alors que nous tenions plutôt à prendre le cinéma comme le prétexte de parler de cinéma et non pas parler de cinéma. Mais ces rencontres, excusez-moi de m'interrompre, ces rencontres cinématographiques, elles s'adressaient aux gymnasiens de toute la Suisse. De toute la Suisse. Et donc, pendant une semaine... Pendant une semaine, on était on regardait des films. J'ai eu la responsabilité du programme pour le Engelberg deuxième année. J'ai été directeur culturel pour les 2 années faites à l'Aisin, puis encore pour les 2 années faites à Brunnen. Ça nous met dans les années 67-68, c'est-à-dire les années où commençait une autre activité de cinéma qui était la production. Mais on a noyauté avec quelques-uns. Tanner était un de ceux qui, avec moi et d'autres, ont noyauté toutes les organisations. Moi, je suis devenu membre de la commission fédérale comme représentant de l'association suisse des producteurs de films. Ce qui est vraiment assez incroyable. Oui, d'autant plus que, comme je suis entré en 70 ou 71, l'aide à la production de fiction avait été acquise ou était en train d'être mise sur pied. Mais c'était la seule façon d'avancer. Il fallait être présent partout. Alors on a été présent partout. À Soleure aussi? À Soleure aussi, j'ai été avec Tanner probablement, un des premiers à appuyer Soleure. Moi, pendant 10 ans, j'ai contribué à programmer les films à Soleure. Puis le jour où on nous a dit qu'il fallait non pas programmer, mais trier, autrement dit, sélectionner, je lui ai dit, moi j'arrête. Je trouve que c'était très chouette d'avoir tous les films, on pouvait montrer tous les films. Alors le problème, c'était de les montrer dans de meilleures conditions. Enfin, je veux dire, si on montrait le long métrage que nous sommes en train de faire à Soleure, où vous avez un plan fixe pendant 1h30, on l'aurait plutôt mis à 2h du matin qu'en prime time. Comment commencent les liens avec Soleure? Qui est-ce que vous connaissiez à Soleure? Stéphane Portman, qui était un des responsables de Soleure, était venu comme un de nos animateurs aux rencontres, aux semaines d'études cinématographiques. Alors Stéphane, qu'on avait fait venir, nous a fait venir à Soleure. C'est la première Soleure, le premier Soleure, c'est 65. Il y avait déjà eu les uns 2 fois. Et puis c'était des gens qui avaient non seulement envie de transmettre ce qu'ils avaient du cinéma, mais qui avaient aussi, pour certains d'entre eux, envie de faire du cinéma. De là à faire un festival, de mettre sur pied un festival, ça c'est encore autre chose. Alors pourquoi les Soleure ont cette envie-là? Parce qu'ils avaient envie de faire quelque chose qui ne se faisait pas en Suisse. C'est ce que j'appelle l'occupation de toutes les cases possibles et imaginables. Ça veut dire que entre 20 ou 30 personnes, vous avez l'énergie du cinéma suisse des années 60. Oh, peut-être 50, pour être gentil. Moi, il y a une question que je me pose, c'est quand même, il y a quand même la barrière de la langue. Est-ce que vous maîtrisiez le suisse allemand? Non, on était dans des milieux d'intello ou d'enseignants. Tous les enseignants suisses-allemands savent, à quelques exceptions près, correctement le français. Nous, on ne sait pas le Schweizerdeutsch. Wir können etwas mit Hochdeutsch sprechen, aber bon, alors Berne, les semaines, etc. Berne en particulier dans les commissions, c'était relativement simple. Nos amis suisses allemands parlaient en Hochdeutsch que nous comprenions, pour ma part, disons,
75%, ce qui permettait de suivre une conversation, mais c'était pas possible de parler Schweizerdeutsch avec les... parce qu'on le savait pas. Ouais. Alors, bitte Hochdeutsch, demandions-nous, poliment, puis ils nous répondaient en français. Okay. Donc on n'a pas de... Il n'y a pas de comment on dit la sarine, là, comment on dit? Il n'y a pas la fameuse barrière de rejet. Ouais. Ça, c'était pas un problème, alors? C'était pas un problème. Ça l'est devenu très vite après, en particulier au moment où la télévision en Suisse alémanique s'est mise à oublier le Hochdeutsch. Ouais. Et puis, est-ce que Soler était une manière de créer des liens entre la Suisse alémanique et la Suisse romande? Absolument. Finalement, c'était quoi le cinéma suisse-allemand dans les années 50? C'était le Heimatfilm, où il y a de très belles choses. Hein. Enfin, je crois quand même que Où l'île valait de ferme, c'est un des plus grands films suisses jamais faits. Hein. Je veux dire, puis on n'a jamais craché dessus d'ailleurs. Mais on avait envie de faire du cinéma autre que le cinéma de documentation de la Condor Film. On avait envie en Suisse romande de faire de la fiction. La fiction a commencé en Suisse romande beaucoup plus tôt, la fiction du nouveau cinéma, du nouveau cinéma, ça fait quoi, 60 ans maintenant, hein. Les Suisses allemands sont venus, ils ont tout de suite fait de bons documents, Seiler, les Italiens, Mourer. Ces films, vous pouviez les voir en Suisse romande? Ben justement, relativement peu. Alors on les voyait, je pense qu'on devait pouvoir, moi je me souviens avoir montré Siamo Italiano, quand je présidais le syndicat des enseignants de Châtelois. Okay. Alors l'après-midi on leur a montré, on avait envie de montrer ce que faisaient les Suisses allemands, mais je crois vraiment que l'envie de faire des choses ensemble, elle est venue à travers Soler, dans l'ordre chronologique à travers les ciné-clubs. Parce qu'en disant, c'est là que j'ai fait connaissance de M. Appelbaum, qui est un des grands directeurs de salles de Suisse, enfin qui a l'exclusivité à Neuchâtel-la-Chaux-de-Fontaine. Il était membre de la commission, membre du comité des ciné-clubs. Et puis, c'était quand même des Suisses. Je veux dire, il se passait des choses en Suisse, il fallait bien qu'on montre ce que faisaient les autres. Alors, les romans ont toujours été, depuis les années 60, en avance avec la fiction. Mais aujourd'hui, maintenant, est-ce qu'il y a encore un fossé? Oui, le problème de la télévision a recréé un fossé. C'est le problème de... Quand on écoute la télévision en Schweizerdeutsch, c'est une langue ultra étrangère. Moi, j'écoute Arena de temps en temps, je comprends le 25%. Tandis que quand on passait le Bitter Hochdeutsch, on était à une meilleure proportion. Est-ce qu'on revient peut-être à votre activité de critique, quand même, dans un premier temps, parce que c'est avant d'en venir à votre activité de producteur, puisque quelque part il y a quand même un lien entre votre activité de critique et puis après le fait que vous allez fonder Milos Film en 1966. Mais c'est la même chose tout ça. Alors il y a une arrivée, vers le cinéma il y a une arrivée personnelle. Micheline, ma première femme, n'avait pas les mêmes goûts culturels que moi. Elle était plutôt penchée vers le théâtre, vers l'architecture, vers les arts. Moi la littérature, ça m'avait aussi... on s'est aperçu à un certain moment qu'on aimait bien voir des produits culturels ensemble, mais pas les mêmes. On a réfléchi, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui est la combinaison de tous les arts? C'est le cinéma. Alors on a choisi le cinéma, parce qu'on a tout dans le cinéma. Alors, à un moment, on a eu envie d'en parler. Alors mon voisin de palier était le secrétaire du Parti radical neuchâtelois. Je lui dis, écoute, on introduit une chronique cinéma dans ton journal. Je dis, d'accord, puis quel nom? Alors ça s'appelait P-A-R-A-D-E, Pierre Alain Rade. Mais si vous enlevez les points, ça donne parade. Alors parade quoi? Ça veut dire quoi parade? Vous ajoutez dical. On était pas radical. C'était quel journal? J'ai pas compris. C'était le National, c'était le journal du Parti radical neuchâtelois, dans lequel les premiers à avoir écrit, c'était votre serviteur, c'était Blaise Duport, socialiste notoire, Jean-Pierre Guelfi, ancien vice-président du Parti socialiste suisse et compagnie, plus Gérald Schaeffer qui passe. Bon, puis de fil en aiguille, Buas nous dit, venez à Locarno. On dit, bon, on va aller à Locarno, mais on fait comment pour aller à Locarno? Ben, trouve-toi un journal. On est allé faire toc 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 à l'Express.
M. Brenet-Bréchet, éminent homme de droite, mais d'une ouverture d'esprit, comme on n'en fait plus souvent maintenant, m'a engagé ou nous a engagés comme correspondant pour son journal à Locarno. Puis les piges qu'on a gagnées de l'Express, non, c'est la feuille d'avis à ce moment-là, nous ont permis d'aller au festival. Puis après, on a pris le plaisir d'écrire, et puis on a fait des offres, et puis l'Express, je crois que on a écrit dans tous les journaux de Suisse. Il y a eu la presse syndicale, parce qu'un de mes élèves s'appelait Gelfi et son père était un des secrétaires de l'AFTMH. Puis il avait expliqué à son papa qu'il fallait quand même qu'il y ait un peu de culture dans ces journaux syndicaux. Puis le papa a dit ouais, on pourrait. T'as pas une idée? Et puis il dit ouais, j'ai mon prof qui s'intéresse. Bon, puis, parce qu'effectivement, vous écrivez dans la lutte syndicale. Il y a eu la lutte syndicale qui était l'organe. Depuis 59, hein. Depuis 60, enfin je sais plus. Il y a eu l'apprenti, il y a eu la lutte syndicale, c'est devenu l'événement syndical. Ouais. Mais ça nous a amené en même temps. Je travaillais pour la Gazette de Lausanne en faisant des chroniques TV. Coopération, construire, ce qu'on les a tous fait. Quoi. Vous avez même écrit pour deux revues parisiennes comme. C'était la revue du PC, du Parti communiste français. C'était pas Sadoul, mais Cervoni, qui était un bon critique français, qui est d'ailleurs mort de la fièvre afteuse, dans lequel il y avait une collaboration dont le titre était Jean-Luc Godard, cinéaste vaudois, qui était assez nouveau pour les Parisiens, parce qu'ils le prenaient pour un cinéaste français. Bon, c'était quand même assez joli de parler le cinéaste vaudois dans le pays de Ramu. Et puis Godard n'a jamais renié sa nationalité suisse, sauf dans l'hebdo de la semaine passée. Mais il a dit je suis cinéaste demi-suisse. Et puis alors dans les colonnes de l'Impartial, vous nous avez dit tout à l'heure que le rédacteur en chef Gilles Bayeux vous laissait libre de beaucoup de choses. Mais dans ces années-là, il y avait peu de critiques de cinéma. Donc, dans l'Impartial, au tournant des années 70, la critique de cinéma prend vraiment une grande place. Une page complète par semaine. Mais cinéma suisse. On a eu d'ailleurs dans l'Express une page de cinéma. Dans la feuille d'avis, on avait une page de cinéma. Dans l'Express, un des plus intéressants collaborateurs signé Raymond Zamo, qui ne faisait que masquer celui qui est devenu Raymond Villamo, ancien grande personnalité de la télévision suisse romande, que j'ai eu comme élève en mathématiques à l'école de com. Tout ça, c'est des circuits extrêmement courts, en définitive. Et puis oui, alors avec Gilles Bayeux, qui était un contemporain, ou presque, tu fais ce que tu veux, hein, mais... Alors, est-ce que vous avez voulu développer quelque chose mais j'avais un poste à plein temps ou des occupations à plein temps. Ma femme travaillait à mi-temps. On gagnait relativement bien notre vie en additionnant un salaire et demi. Il y a 3 enfants à partir des années 60. Enfin, ça allait encore pas trop mal. Puis est venue l'envie de faire du cinéma. Alors, j'entends, est-ce qu'à travers vos articles, vous vouliez avoir un certain impact sur votre lectorat ou profiter d'être visible? Non. Non, c'était... Ah non. Enfin, je ne devrais pas dire ça comme ça, mais c'était le plaisir d'écrire. Le plaisir d'écrire pour transmettre le plaisir qu'on avait eu de découvrir. C'était l'espoir que parmi les lecteurs, on en ait quelques-uns qui comprennent ce qu'on défendait. Mais on défendait la même chose avec le ciné-club, etc. Enfin, c'est une espèce de... Et puis, il y a eu l'envie, à un certain moment, on pouvait mettre de côté les piges, avec l'idée de faire du cinéma. C'est-à-dire vous-même de passer à la réalisation? De passer à la réalisation, clairement. Okay. Et puis, on a découvert à Locarno qu'il y avait des jeunes qui faisaient des courts-métrages très chouettes. Sandeau faisait des courts-métrages chouettes, Reusser faisait des courts-métrages intéressants, Yersin faisait des paniers à viande avec des textes de celui qui vient de mourir il y a quelque temps. Enfin bon, ils avaient du talent, ces gars. On s'est dit, c'est peut-être mieux de
favoriser le talent de jeunes cinéastes que de faire du cinéma, alors qu'on ne savait pas si on aurait du talent, ou si finalement chaque fois que je pensais à un film, c'était diabolique. C'était déjà vu dans tel et tel film. Ah oui, tiens, ce plan-là, oui, mais que ça fait déjà ça. Faisons autre chose. Puis on leur a proposé à un moment de faire autre chose. Et en fait, finalement... C'est devenu 4 d'entre elles. 4 d'entre elles. Oui. Mais 4 d'entre elles, finalement, ça marque aussi la création de Milos Film. Alors, oui, Milos Film en tant que coopérative. Oui. Faut dire, on s'approchait des années 68. Il fallait faire d'autres structures, des coopératives, de réalisateurs, producteurs. On continue d'ailleurs de faire des coopératives, mais un peu mieux qu'avant. Et puis, par quel bout étant venu à discuter avec 4 réalisateurs, Champion, Yersin, Reusser, Sando, puis un gars de la TV, Liardet. Puis ils avaient envie de faire un film ensemble. Alors, qui a donné l'idée, tiens, on prend la femme, non pas à 5 âges, mais à 4, je sais plus. Toujours est-il que l'idée est venue, tiens, plutôt que faire 4 longs métrages sur des portraits de femmes, si on faisait un long métrage de 4 fois 20 minutes, ou de 4 fois 22, 23 minutes. Puis l'idée, Liardet a disparu, parce qu'il n'était pas entré dans le jeu. Et puis alors, Champion a pu faire le court-métrage avec un dénommé Jacques Pilet, qui était aussi un de ses acteurs. Sando s'est débrouillé pour faire son court-métrage par ses propres moyens. Yersin a fait le sien par ses moyens, puis Reusser qui n'avait pas un rond. Nous sommes devenus producteurs du sketch de Yersin. Et chacun devait apporter à la coopérative la coopérative 4 d'entre elles, qu'on avait appelée, je crois, déjà Milos Film, parce qu'on était tous à Locarno en 64, quand Milos Forman a présenté son As de pique, Ahoy, Ahoy, et qui était un film dans notre cœur. Je veux dire, c'était un film fait apparemment avec des tout petits moyens. C'était pas du tout le cas, mais enfin, il semblait que ce type de cinéma était bien avec ce qu'on pouvait faire. Et puis, alors, la coopérative Milos Film a pris en charge la confection de la copie 35, le gonflage. Au départ, c'était comme ça, Non, au départ, chacun amène son court-métrage. Ouais. Et puis, une fois les courts-métrages vus, comme on l'a vu, comme ça fait... Ah oui, non, bon. Le seul qui n'a pas fait 2 fois son film, c'est Champion. Il y a eu 2 versions de Reusser, c'est la deuxième qui reste. Il y a eu 2 versions de Sando, c'est la deuxième qui reste. Puis Yersin nous a retardé pendant une année, parce que le film de Yersin, c'est Angèle, qui est un des 50 meilleurs films, non, un des 20 meilleurs films suisses jamais faits. Qui n'ont pas marché au premier tournage, parce que Madame Gramont, qui était donc, dont on racontait l'histoire dans le film, été plongée dans le milieu d'un IMS. Puis, quand il faisait des répétitions, c'était très bien. Puis au moment où il disait « moteur, on tourne », l'entourage devenait délicieux. Hein? Et puis le film était foutu. L'intérêt du film, c'est une dame qui tombe dans un milieu qui n'est pas le sien, et puis qui entre en conflit avec un milieu de nature différente, c'est-à-dire qui montrait les vrais problèmes du troisième âge. On ne peut pas se trouver dans un EMS sans avoir une culture qui permet de s'y trouver en étant à l'aise. Alors qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu se dire, comment est-ce qu'on tourne? Qu'est-ce qu'il fait? Il a fallu une année pour avoir l'idée de faire entrer une fausse vieille dame, mais non pas plus Madame Gramont, on ne dit pas qui elle était, puis de la mettre au milieu de ces dames. C'est-à-dire d'avoir celle qui déclenchait les moments de vérité. Les mesquineries. Les mesquineries, les mesquineries, non, mais la difficulté d'accepter l'autre. Ok. Oui, bon, bien sûr que c'est un peu mesquin quand les gens disent « ça c'est ma place ça. » mais c'est comme ça. Et puis le film est devenu ce qu'il est, c'est-à-dire vraiment un grand film. Et vous êtes resté en dehors de ça, vous avez eu votre mot à dire on a eu le mot à dire qui consistait à dire tu n'as pas rempli ton contrat. Ouais. Hein? Et puis il vient une année plus tard avec le film terminé. On voulait des films de 26 minutes.
Puis lui vient avec un film de 39 minutes. On a failli. On engueulait. T'as trahi l'opération. On a dit chacun amène 26 minutes. Ça fait 26, 52, 104. On a failli dire on refuse ton film, tu vas nous couper 13 minutes. Puis quand même, on a quand même compris que c'était le meilleur dans le film. Puis on a fini par diffuser un film avec les 39 minutes. Okay. Et ce film-là, on n'a rien gagné, mais on n'a rien perdu. C'est-à-dire qu'on a récupéré les investissements qui étaient dans le film. Prime fédérale d'études, vente à la télévision suisse romande, vente de 3 sketchs à la ZDF, das kleine Fernsehspiel, vente à la Belgique, vente en Danemark, vente aux Canadiennes qui ne nous ont jamais payé. Le film a rapporté 120 000, ce qui était l'argent liquide mis dans le film. 120 000 qui ont été répartis après entre les... Qui ont été répartis en fonction des apports. Chaque réalisateur a eu... Alors chaque groupe de production, parce que les réalisateurs étaient dans 3 cas producteurs du sketch, puis dans le 4e cas j'étais producteur. Alors moi j'ai dû récupérer, je pense, en gros la moitié, parce qu'il y avait de l'argent avancé sur le tournage. Donc on s'est retrouvé à la fin de 4 d'entre elles avec autant d'argent qu'avant. Vous dites Milos Film. Oui, bon. Non, Milos Film, alors on tombe dans l'histoire de coopératives. Voilà. Alors les coopératives, ça marche tant qu'il y a assez d'argent pour faire ce qu'on doit faire. Et puis à un moment, il n'y a plus tellement d'argent. Puis à un moment, il n'y a plus d'argent. Alors qu'est-ce qui se passe? Chacun qui était devenu son propre réalisateur-producteur cherche à tirer ses marrons du jeu, cherche à survivre du cinéma. Ils n'ont pas touché un sou comme réalisateur, les gens de 4 d'entre elles. Par contre, ils ont récupéré leur mise de producteur. Pour continuer, il faut être payé. Qu'est-ce qu'on paye en priorité? Ou bien le réalisateur, ou on reste producteur. Donc les coopératives, elles fonctionnent tant qu'elles ont de l'argent pour les autres. Puis le jour où il n'y a plus assez d'argent, les gens reprennent leur autonomie, ce qui est absolument naturel. Alors nous, on s'est retrouvés avec Micheline, avec Milos Film, on était seuls. Je veux dire, on pourra parler d'autres choses, parce qu'on a quand même continué de travailler avec certains d'entre eux. Mais il y avait plus, les gens voulaient, il fallait qu'ils se mettent à vivre du cinéma. Nous, on s'est posé le problème quand même à un certain moment, grâce à Yersin, qui nous avait proposé très sérieusement de produire les petites fugues. Produire les petites fugues en 1970, 3 enfants qui s'approchaient des ados, changer complètement notre mode de vie, c'est-à-dire devenir producteur professionnel, on a dit non, c'est trop risqué. Hein? Et puis, je suis pas sûr qu'on aurait été très bon producteur professionnel d'ailleurs. Tant de ne faire que ça, il aurait fallu vite faire un peu n'importe quoi pour s'en tirer. Mais alors concrètement, ça veut dire qu'après 4 d'entre elles, Milos Film devient une société... Alors, mon parrain qui s'occupait de mes petites affaires, il m'a dit « Mais t'es cinglé d'avoir regardé une société simple. Protège-toi. Tu risques gros. Suppose quand tes fils tournent mal, t'es responsable jusqu'au bout. Tu crées une SA. Puis la SA limite ta responsabilité au montant des actions. Alors on a créé une SA avec 20 000 francs. Et puis bon, on pouvait commencer de prendre un peu plus de risques, sachant qu'on ne mettait pas en cause s'il y avait eu des pépins. Donc, avant que ça devienne une SA, ça a passé du statut de collectif à société simple. Puis après, non, finalement, non, le collectif, ce que j'ai appelé le collectif Milos Film était une société simple. Okay. Juridiquement, je ne sais plus très bien, c'était considéré comme une association. On a passé, pour des raisons purement de prudence, à la société anonyme pour ne pas se trouver tout à coup avec 200 000 balles de dette sur un film qui ne marcherait pas. En plus, on ne s'est pas trouvé dans cette situation. C'est pas grave. Mais si on s'était lancé en étant pas producteur,
Il suffisait du film suivant qui est le film de Reusser, Vive la mort, pour nous asseoir définitivement. Sur Vive la mort, on a investi, je pense, 100 000 francs, avec le franc propre. On avait trouvé, peut-être un peu moins, on avait trouvé, je pense, environ 100 € quand même d'argent à côté. Mais si ce film fait 0 francs, 0 centimes de recettes, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, parce qu'il a fait 600 francs de recettes, le Ciné-Club de l'Université de Genève l'a programmé une fois dans l'espace je sais plus comment dans un espace d'un grand mécène. Le programmateur de ce film s'appelait d'ailleurs Raymond Villamo. On retrouve les choses courtes. Avec Milos Film et ça, on a traîné des dettes pendant des années. Je crois que j'ai fini de payer des crédits de laboratoire dans les années 80. Mais c'était à coût de 500 francs par mois. Bon. Donc pour le film de Reusser? Non, pour le... Oui, c'est surtout le film de Reusser qui nous a... Oui, le film de Reusser nous a coûté cher. Pas de recettes en plus. Le film de Reusser, moi je le trouve pour le moins aussi intéressant que Charles Moreau-Vif comme film. Il a par exemple le même opérateur. Renato Bertin nous a fait l'image du Reusser, il a fait l'image en noir-blanc de Tanner. Il est allé montrer ce qu'il était capable de faire avec des images de Vive la mort. Et puis en fait, c'est le même personnage principal. C'est Révolté de 68. Alors, dans le film de Tanner, c'est un quinquagénaire révolté. Puis dans le film de Reusser, c'est le fils du quinquagénaire révolté qui tue le père. Comme les films ne sont pas sortis au milieu du mois de mai 68, il y en a un qui a été accepté comme la vision juste, c'est le quinquagénaire qui se révolte, puis l'autre qui a été considéré comme l'affreux petit canard, etc. Le dernier plan. Ce film, c'est un des personnages qui reçoit des produits de la Migros jusqu'à être enseveli, comme lapidé. Un manque de peau, la Migros avait mis 40 000 balles dans le film. Ça ne les a pas encouragés à créer le pourcent culturel valable pour le cinéma dans les 2 ou 3 années qui suivent. Aujourd'hui encore, je reste honteux à l'égard de madame la rédactrice en chef du journal qui avait fait confiance à un de ses correspondants, qui avait demandé à M. Arnold d'entrer dans le jeu. Ça a été insupportable. On a rendu un fort mauvais service au cinéma suisse, en retardant de 2, 3 ou 4 ans la prise de position. La Migros, qui avait une grande tradition dans le cinéma, parce que vous connaissez le rôle de Duttweiler pour le cinéma traditionnel des années de l'ancien cinéma. Bon. Enfin, c'était... Reusser, il a fait le film sans que j'ai lu une ligne de scénario. Alors justement, concrètement, si on revient un petit peu à l'historique de production de ce film, c'est quand même une aventure assez incroyable. Parce que là, vous êtes d'accord de vous lancer dans la production d'un long métrage. Oui, tout seul. Tout seul. Mais, et puis vous laissez Reusser complètement libre. Mais, oui, on tombe dans... Oui, alors, quel est le défaut de notre génération? Nous sommes les enfants de la nouvelle vague. C'est-à-dire notre modèle, autant notre modèle critique que de cinéphile, que de modèle de production. Nous sommes les enfants de la nouvelle vague avec 2 groupes différents, avec les jeunes tchèques, dont Milos Forman était le représentant, c'est pas un hasard si c'est devenu Milos. Et puis l'autre groupe, c'était évidemment les cahiers du cinéma, Truffaut, Godard, Chabrol, Rivet, Tremer, etc. Alors le modèle, moi j'ai compris très vite, mais je ne sais pas comment, que les gens que je lisais la revue des cahiers depuis 52-53, c'était à l'évidence que ces gens-là avaient envie de faire du cinéma. Puis je l'ai d'autant mieux compris qu'est devenue notre propre envie de faire du cinéma. C'était une manière d'aborder le cinéma qui expliquait comment il fallait réussir le cinéma. Alors ils servaient des réussites des autres pour expliquer le cinéma qu'ils allaient faire. C'était évident. Alors, on a découvert que les Tchèques pouvaient faire du cinéma, on a compris après comment ils réussissaient le cinéma. Ils faisaient du cinéma dans des dictatures. Donc il fallait convaincre les imbéciles qui prenaient les décisions de fonctionnaires. Alors on écrivait des scénarios douceâtres. Mais quand ils avaient le feu vert, ils pouvaient faire ce qu'ils veulent dans les pays de l'Est.
quitte à se refaire réengueuler après. Mais on n'a jamais tellement entendu dire que les membres des commissions là-bas y étaient... Alors, d'un côté, vous aviez les gens qui ne pouvaient pas tout écrire, mais quand c'était écrit suffisamment habilement, on pouvait tout faire. Puis de l'autre côté, vous avez la situation française, où les gens pouvaient écrire ce qu'ils voulaient, mais ne pouvaient pas faire le film quand même, parce qu'ils ne trouvaient pas de fric. Hein? Alors, le problème des uns, c'était de pouvoir tourner s'ils avaient envie, mais ils n'osaient pas l'écrire. Puis l'autre, de pouvoir tourner, mais ils ne trouvaient pas le fric. Donc les deux ont dû apprendre à ruser avec le système. Bon, dans le cas de la Nouvelle Vague, et dans le cas de Godard, c'est qu'il y a quand même des producteurs qui se sont mouillés pour produire les films de la Nouvelle Vague. On pourrait peut-être quand même rappeler que le premier producteur de la Nouvelle Vague s'appelle Claude Chabrol, et qu'il avait fait les premiers films, les courts-métrages de certains de ses copains, avec l'argent de sa première femme. Hein? Okay, oui. Alors que ce soit sa première femme ou une coopérative, pour moi ça revient au même, c'est des fonds propres. Et puis, bon, puis les fonds propres, seulement il se trouve que dans cette équipe-là, les courts-métrages ont réussi. Chabrol avec le beau Serge et les cousins a fait des carrières correctes, ce qui a permis à Truffaut de trouver les premiers fonds pour les films du Carrosse ou je sais plus quoi, qui a donné les 400 coups, qui a rapporté du fric. Puis ça a permis à... J'oublie le nom du producteur de Godard. C'est Brunberger, le producteur de... Il y en a deux, et je ne sais jamais le classer. Non, enfin bon, j'ai un blanc là, putain. Enfin, À bout de souffle a fait du fric. Donc ils ont eu la chance d'avoir 3 ou 4 jeunes cinéastes qui ont fait des succès. Alors une fois que le succès est fait, les choses deviennent... Alors, avec 4 d'entre elles, moi j'étais un producteur heureux. Pourquoi? Parce que j'avais une mise, je ne sais plus si c'est 60 ou 80 000, ils sont revenus. Avec 60 ou 80 000, on peut dire, on continue. Ah oui, je reprends le fil de tout à l'heure. On était des mauvais producteurs, parce qu'on croyait aux films d'auteur. Puis on croyait que quand l'auteur était là avec son aura et son talent, ça devait donner chaque fois des films réussis. Ce qu'on ne savait pas, c'est que Godard n'était pas du tout un improvisateur. Il faisait semblant d'improviser. Truffaut avait des... Bon. Seulement, le modèle était un faux modèle. Il suffisait d'avoir du talent pour réussir. C'est pas vrai. Il faut aussi du travail. Mais donc sur le moment, vous avez créé ce modèle-là, puis vous avez laissé une liberté totale. Oui, mais Resserre, je trouvais que Resserre avait fait plein de choses chouettes. Plein de choses très chouettes dans son court-métrage. Il tient bien le coup quand même, son Patricia. C'est une autre Patricia, il y a aussi Patricia Moras, qui est aussi devenue cinéaste. Enfin, bon, toujours circuit court. Dans le générique de 4 d'entre elles, il y a le tiers du jeune cinéma suisse romand de ces années-là. On a cru qu'il suffisait d'avoir un auteur qui avait des idées. Mais ça ne suffit pas pour faire un film. Et donc ça expliquerait finalement l'échec commercial de Vive la mort. Mais en plus, c'était pas un vrai échec commercial. On était tellement convaincus qu'avec Vive la mort, on avait un film montrable, que le directeur de l'Universal, pour la Suisse, l'Universal, la compagnie américaine, m'avait offert 25 000 balles de avaloir sur le film. On a trouvé qu'il se foutait de nous. 25 000 balles pour un film qui en a coûté 250? Non, mais enfin, cher monsieur, vous n'y pensez pas. Puis on l'a remercié gentiment de son intérêt. Et puis on va s'occuper du film tout seul. Le résultat, il est là. Une projection. Quand même, 10 ans plus tard, une projection à 2h du matin à la télévision. Mais entre-temps, les choses étaient en route. Puis on a fait des dettes, d'ailleurs. En 1970-71 ou 72, on avait 3 ou 4 courts-métrages en route en même temps. Plus un rond. Il fallait commencer par manger des pieds de cochon tous les jours à table, alors que manger les pieds de cochon à la fin du mois, ou les cœurs, à la fin du mois, ça allait bien. Micheline faisait de très bonnes cuisinières. Mais si on était au pied de cochon sur tout le mois, c'était pas ce qu'on voulait faire non plus. On n'aurait plus de vire producteur à ce moment-là. Bon, vous avez quand même d'autres rentrées, puisque vous étiez encore enseignant au gymnase, que vous aviez une entreprise de fromage et de vin. Donc là, il y avait encore aussi... Il y avait des salaires, là, l'entreprise de fromage et de vin. Comme elle était en train de boiter, elle m'a jamais donné de gros salaires.
C'était à mi-temps partout. Ouais. Non, on avait de quoi se vivre correctement. Ouais. Mais plus de quoi foutre de l'argent dans le cinéma. Ok. Et puis là, il y avait, alors à Berne, une chose intéressante, c'est que ils accordaient des Überbrückungskredits pour franchir des ponts, des crédits pour franchir des ponts. Au moment où on était désargentés, et puis on a obtenu, après une année d'efforts et d'explications, un Überbrückungskredit de 25 à 30 000 balles, qui nous a permis de terminer un film de Gonzette, de terminer... je ne sais plus exactement lesquels, il faudrait que je reprenne dans cette revue-là. Et puis on s'est remis sur pied et on a appris, ça c'est venu un peu plus tard, moi j'ai appris beaucoup de choses en étant à Berne. On a demandé de l'argent pour un film de Choupart, Claire au pays du silence, puis on a fait une demande de 30 000 balles. Ça fonctionnait, alors bien entendu qu'on n'assistait pas aux séances où on parlait de nos films. Je veux dire, mais j'avais été convoqué par mes collègues devant le conseil qui décernait les primes auxquelles j'appartenais, qui m'ont fait une leçon. J'entends encore Goretta, Claude, m'expliquer que dans un budget de cinéma correctement construit, on mettait un poste divers rien prévu, équivalent au environ le 10 à 12% de l'ensemble du budget. Par conséquent, m'a-t-il dit, nous avons décidé de proposer à l'autorité fédérale de t'accorder une subvention de 30 000 plus 5 pour que tu comprennes la leçon. Puis j'ai compris la leçon. C'est-à-dire, depuis lors, j'ai eu dans tous les budgets un divers rien prévu, mais qui était là, dans un coin, dans une cagnotte. Mais ils étaient concrètement là. Et puis alors, on a fait des films sans perdre d'argent. Non, sans faire de dette. Mais j'avais l'impression qu'après Vive la mort, vous êtes lancé plutôt dans la production de moyens et de courts-métrages. Ben, bien sûr. Plus dans des longs-métrages. Bien sûr. Ouais. Comment c'est venu, je prends le cadre du Choupart par exemple. On est à Soleure, tiens, toutes les choses se recoupent. On voit un petit film qui s'appelle Murmure, que Choupart avait fait avec 3 sous, puis une caméra 16, et puis je crois même du son optique, non, du son magnétique, etc. Portrait de son grand-père. C'est à Choupart, vous avez quelqu'un pour diffuser votre film? Je le prends en diffusion. Puis si on gagne quelque chose, c'est 20% de commission. Et sur l'heure n'était pas terminé que les gens de la ZDF, das kleine Fernsehspiel, informaient qu'ils s'intéressaient au film. Pour la kleine Fernsehspiel. Premier contrat, 25 000. ZDF, hein. Le film de Choupart, pour lequel on n'avait rien fait, ça nous a obligés, parce que c'était ce qu'on convenait avec les gens, à réinvestir ce que nous avions gagné, ce que eux avaient gagné dans un film, puisque nous avons gagné sur eux dans un film. D'où un début de collaboration avec Choupart en autonomie. Puis on a eu d'autres trucs du même genre. Enfin, on s'est débrouillé, je veux dire. Puis on est devenu bandant professionnel alors. Si on n'est pas devenu producteur professionnel, on est devenu des mendiants professionnels. On savait très bien fabriquer des dossiers plausibles. Tiens, 4 d'entre elles. 4 d'entre elles ne pouvaient pas être aidées. On faisait un film de fiction avec 4 d'entre elles, mais ils ne pouvaient pas être aidées puisque la Confédération n'aidait pas. Pas encore la fiction. Hein. Pas encore la fiction. Alors on avait fait un beau dossier pour expliquer que dans 4 d'entre elles, il y avait certes des gens qui allaient interpréter des personnages, mais que c'était d'un esprit de documentation. Résultat, 10 000 balles pour aider ce film qui était entre le document et la fiction. Le film, on a réussi à le faire dans les conditions que je vous ai rappelées tout à l'heure, mais on a eu 50 000 francs de prime fédérale quand le film était terminé, grâce essentiellement à au Yersin. Puis on a de l'un dans l'autre. On a parlé tout à l'heure de Porporino. Le film a été financé en bonne partie avec mes fonds du gymnase. Mais les factures, oui, bon, sont là, de toute façon, il y a prescription. Bien des factures ont été faites pour Milos Film, donc on a pu avoir une prime.
de 5000 qui correspondaient au coût du film, y compris au repas payé par Madame Bouvier à son fils et à son opérateur. Seulement pour Bouvier, ça a été le prix de l'Andy Ségir. Donc les autres films que Bouvier a fait, il a pu y arriver avec son propre argent. Et puis, alors je répète bien, depuis lors, on n'a plus perdu un sou en faisant des films. On a perdu d'argent en maintenant Milos Film SA en activité, parce qu'il y avait 5 écritures à faire, la société est devenue dormante. Et puis voilà. Mais toujours en contact avec Berne, parce que je suis très obsédé par Berne ces temps. Parce que le fait de se souvenir de cette période-là va me conduire, puis je me suis tenu jusqu'à maintenant, hein, vous reconnaîtrez. Ça ressemble tellement à ce qu'on vient de faire depuis 3 ans, que je vois toutes ces choses du passé avec la nouvelle expérience qu'on fait maintenant. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, je voulais prendre l'exemple du film sur la grève du biais. Oui. C'est un long métrage de documentation sur la grève du biais qui s'est déroulée en Suisse en 1976 et qui était la plus longue grève suisse depuis les grèves de 17 à ce moment-là. Et voilà les gens du biais qui posent les trucs. On avait fait un petit bout de film lors de la grève Bulova qui avait lieu au début de l'année. Puis la grève du pied, dans un chien, 1600 personnes qui au Val de Travers, où Dieu sait, pas dans une région où la gauche est en force, avec les 1600 radicaux, libéraux, socialistes, certes, qui sont dans les fanfares des clubs de football, les employés du biais qui font grève. On tourne. Hein, il faut faire un film là-dessus. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On trouve une caméra, on trouve une équipe, puis la deuxième semaine de la grève, on tourne. Puis pendant les 4 semaines où la grève dure, on tourne. Et puis à la fin, on se dit, tiens, comment ça a coûté tout ça? Alors on s'adresse au Parti Socialiste, section de Neuchâtel, qui avait 2000 balles. On s'adresse à la ville de Neuchâtel, qui avait une aide là. On s'adresse au canton, qui nous a donné une petite aide. La FTMH. La FTM. Il me semble que vous êtes aussi Je crois aussi que vous connaissez peut-être mieux que moi le dossier pour y avoir mis le nez dedans. Enfin bon. Et puis on a essayé de demander, s'il me souvient bien, une aide fédérale. Qu'est-ce qu'on vous a répondu à Berne? Mais on ne peut pas donner une aide à des films qui sont déjà faits. Parce que c'était les... Ah non, à l'époque. Mais oui. Ouais. Mais, normalement, on aurait dû demander, on ne pouvait pas commencer des films, demander des subventions pour des films commencés. On a essayé de leur dire, mais alors, on aurait dû donc attendre l'avis de préavis de grève pour vous demander de l'argent. Ben non, on ne pouvait pas. Je me suis fait refaire le même coup avec le long métrage qu'on termine. Le deuxième court métrage qu'on a fait nous a servi d'idée de base et quelques 5-6 minutes du court métrage sont devenues dans le long métrage. On a demandé de l'argent à Berne pour faire le long métrage. La réponse c'est, nous avez déjà commencé le film sans nous le demander. Prenez la porte. Alors, Berne, attends, j'y suis maintenant. Berne, je vais en parler maintenant. Tout le système mis en place par Bidot, qui a quand même un énorme mérite, c'est d'avoir fait parler du cinéma suisse. Hein, pendant les années où Bidot était là, on a parlé du cinéma suisse. Je ne suis pas sûr que ça ait amené un spectateur de plus, mais on en a parlé, et quand on en parle, même si c'est pour avoir des gens qui se fâchent, c'est un secteur culturel qui prend sa place. Mais je ne suis pas sûr du tout que les démarches ou l'attitude de Bidot ait créé une véritable ouverture. Exemple, on avait commencé un film, quand le court-métrage est arrivé, on s'est dit on pourrait faire un autre truc, 3 courts films pour faire un long-métrage, mais on nous a répondu, fichez le camp, le film est commencé. On n'a pas pu avoir d'argent de Berne. Donc je prétends que dans une certaine mesure, les années Bidot auront aussi une composante, non pas d'encouragement au cinéma, mais de découragement. Consciente et compréhensible. Il y a trop de demandes à Berne. Donc la première chose qu'il faut, c'est qu'il faut diminuer l'ordre de membre. Hein?
Alors, comment on fait pour diminuer? On pose des exigences nouvelles, pas forcément plus élevées, j'en sais rien, mais on pose des exigences nouvelles, et puis ça permet d'écrémer. Donc, le trop, on le soulage, puis il reste plus qu'un petit groupe, et puis on peut refonctionner après, alors en faisant une chose où ils ont eu raison, c'était quand même de donner un peu plus d'argent par film. Hein, le demi-million, il arrive pour les films aujourd'hui, ou le million aussi. Bon. Nous distribuions, je crois, 5 millions quand j'étais à Berne. Justement, est-ce qu'on pourrait revenir sur votre... est-ce que vous serez d'accord de nous décrire finalement comment se déroule une session de cette fameuse commission fédérale du cinéma? Parce qu'en fait, j'ai vu que c'était des sessions qui se déroulaient sur 3 jours. Oui. Voilà. Et que donc vous étiez le représentant de l'association des producteurs. L'association des producteurs, avec un autre collègue, qui était Peter Christian Feuetter, le fils d'un des grands patrons du cinéma suisse traditionnel d'avant les années 60. De la Condor. Le patron de la Condor qui avait toujours été soutenu par la Migros. Vous voyez, avec nos produits de la Migros qui vont sur le sale personnage du film. Enfin, c'était vraiment pas malin ce qu'on a fait. On aurait pu envoyer des produits COP, hein, plutôt que... On aurait peut-être pu demander un supplément à la Migros. Non, mais alors, on est allé, j'étais pas le seul, il y avait Gasser en même temps que moi, il y avait le gars de Citer le film aussi, on est allé chez les producteurs, on devient producteur, merde. Hein, et puis il fallait nommer des comités, ben on devient... postule pour le comité. Moi, j'ai été nommé 11e membre du comité devant M. Feuetter, qui était le fondateur de l'association. J'ai immédiatement démissionné en disant, je trouve que remplacer M. Feuetter, c'est pas normal vis-à-vis de ce qu'il a fait. Alors, je démissionne, puis il est revenu au comité, mais vous me faites une fleur. Prenez-moi comme observateur dans votre comité. Vous étiez simplement observateur? Au début. Et puis après, il a démissionné. Et puis, bon, mais ça faisait partie de cette technique d'occupation du terrain. Alors, occupation du terrain, relativement bien soutenue autour de nous. Les jeunes entrent à la commission fédérale, relativement bien soutenus parce que le patron de la section du cinéma s'appelait Alex Benninger. Cet Alex Benninger est un des cofondateurs ou un des principaux fondateurs des semaines d'études cinématographiques, enfin bon, on retrouvait au pouvoir, un peu partout, un certain nombre des gens qui ont été actifs dans les années 60. Alors comment? Ben, ça veut dire qu'on a fait du noyautage. Hein? Mais ces sessions, comment ça se passait en fait alors? Ah ben ça se passait d'abord, c'était 3 jours. Et c'était 6 fois par année. Donc il fallait trouver dans notre temps libre une vingtaine de jours. Et là, ça se passait que j'ai dû aménager mon horaire d'enseignant. Parce que ça, j'aurais manqué trop d'heures. Donc dans les classes où j'avais 4 heures, on mettait 5 à l'horaire pour que je puisse remplir mon boulot d'enseignant. Normalement. Mais pendant un mois, j'étais pas là. Mais par bloc. Ça se passait comment? Ben, ça se passait qu'au début, on avait toutes les salles, on décidait des subventions culturelles, des subventions à accorder aux films de documentation et de fiction, parce que c'était déjà là, et des primes d'études. Puis c'est devenu très vite trop lourd. Alors ça a été scindé en 2 groupes. Il y a eu le groupe qui accordait des primes de qualité, et puis le groupe qui accordait des subventions pour faire les films. Et puis, voilà, ça s'est passé comme ça, et puis ça s'est passé harmonieusement. Vous voyez passer des demandes de subventions on voyait tout passer. Cinéastes. Exactement. Vous connaissiez aussi forcément, ou pas forcément? Ah non, le problème c'est qu'on était aussi demandeurs. Oui. Alors là, les règles étaient extrêmement simples, elles ont été respectées. Jamais quelqu'un n'a participé à des discussions concernant ses propres films. Moi, je suis venu une fois, j'ai raconté tout à l'heure l'histoire de la leçon qu'on m'a faite. Ça, ils ont fait une très belle leçon, puis elle m'a rendu un énorme service, et elle rend service aux autres, hein, parce que dans mes budgets actuels, dans les budgets que je fais faire, il ne faudrait pas qu'on me coupe divers et imprévus. Hein. Et puis, voyons, est-ce que les gens que nous étions
Parce que Claude Goretta était... Il l'a été pendant quelques années, on était pendant, je crois, 4 ans ensemble. Mais est-ce qu'on a été avantagé en étant membre des commissions? Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je dirais 2 exemples. J'ai donné l'exemple de la leçon. Un autre exemple. On présente pour les primes, là, au bord du lac de Rhodes, en novembre 1980, 2 mois après la mort de ma femme. On a eu sur la 30 000 francs de prime. Je pense qu'il y a eu un hommage mortuaire à Micheline, dans les 30 000. Il valait 20 000. Mais ça, c'était pas la présence qu'il fallait, c'était une activité. C'est une activité connue de tout le monde qui... Bon, passons. Mais ce que je voulais, si j'ai bien dit, si mes souvenirs sont bons, en fait, avec vous siégeaient Buach, Nicolas Bouvier, Robert Grossfeld, Oui. Martin Schaub, Martin Schleppner, Oui. qu'est-ce qu'il y avait encore, Peter Christian Fueter. Donc tous ces gens, quelle relation vous aviez avec eux? Ah, c'est devenu dans la plupart des cas des relations d'amitié. Ok. Hein, au point que Grossfeld, pour un film d'Aralambis, m'avait donné 10 000 balles. Mais pourtant, vous avez des conceptions, je dirais, quasi opposées de la production. À qui? Au sein de cette... Mais redonnez-moi les noms. Alors, donc, Buach, Buach, bon, hein. Non. Bouvier, on ne voit pas Bouvier. Je pensais à Fueter. Mais Fueter, c'est le fils. Donc ça représente... Mais les fils, ils ne sont pas toujours en train de faire la même chose que les pères. Ok. Hein? En l'occurrence, quand même. Le dernier film de Rhodes qu'on va voir, qui s'appelle... ça fait partie des Blancs de l'âge. Non, zut. Mais trouvez-moi vous, mesdames, vous deviez le savoir. Le dernier film de Rhodes, savez-vous qui l'a produit? Celui qui va sortir dans quelques semaines. Non. C'est Peter Christian. Ah, mais oui. Alors, quand même, hein, si vous assimilez Peter Christian à son père, il n'aurait pas produit, quand il est devenu indépendant plus tard, le film de Rhodes, dont je suis le producteur des 5 premiers films. Ça veut dire que malgré les noms que vous essayez de nous faire croire qu'on était en bagarre, non, on était plutôt en affinité, c'est-à-dire qu'on s'est découvert des affinités. Moi, j'ai eu d'aide pour un des films d'Aralambis, L'ingénieur du son, que Peter m'avait offert gracieusement. Wow, il a fallu insister 20 fois pour qu'il nous l'envoie, mais on s'est mis à défendre le même cinéma. Continuons encore avec les noms. Il y avait Jean-Pierre Dubin. Alors, attends, le précédent dont on n'a pas parlé. Alors, Robert Grossfeld. Robert Grossfeld, c'était un distributeur qui aimait le film du jeune cinéma. C'est vrai? Oui. Ah. Et puis son papa était un des grands distributeurs qui a fait travailler en particulier Michel Simon. Je veux dire, c'était le papa, le Grossfeld, ou le grand-père, était déjà un partisan du cinéma d'auteur. Okay. Robert, lui, encore plus. Et finalement, vous aviez un peu les mêmes critères pour déterminer Exactement. Qui vous vouliez donner de l'argent ou pas. Et contrairement aux apparences, les gens que nous étions dans l'école, qui formions ces équipes-là, dans les années 80, avions d'excellentes raisons d'être d'accord entre eux, parce qu'on défendait le même cinéma. Après, je ne me prononce pas. Je pense que c'était plus difficile après. Nous, on n'a jamais eu de polémique quand on était dans les années entre 70 et 80. Oui, il y a eu les rognes de celui qui n'avait pas la subvention alors que le copain l'avait. Normal, hein. Moi, je continue d'être en rogne parce qu'ils ont eu 500 000 balles ou je ne sais pas combien pour le film de Rhodes. Ils en ont eu autant pour le film d'Amiguet qui était dans nos 2 débutants, puis nous, on n'a pas eu un sou. Je suis très fâché contre ces gens qui n'ont pas donné de sous à un bon projet. Mais en plus, je comprends. On n'a pas, d'où eu ce genre de polémique. Tandis que depuis les années 80, les polémiques, elles ont... et puis alors elles ont été vraiment admirablement ravitaillées par les comportements provocateurs et souvent efficaces. Je dis tout à l'heure de Nicolas Bidot, dont la manière d'employer le mot « je » dans chaque intervention le mettait quand même parmi les records de narcissisme. Le vocabulaire.
ou d'écriture. Est-ce qu'on peut revenir à votre activité donc de producteur? Par exemple, est-ce que vous aviez des liens avec le film collectif de Zurich, Milos Film? Non, oui, forcément. C'était les liens amicaux avec Seiler, avec Bonner était dans cette équipe, je ne sais plus, mais Mourer aussi devait être dans cette équipe. Alors on avait des liens parce qu'ils étaient... le collectif Milos, le film collectif Zurich est né, je crois, quelques années après Milos Film. Oui, seulement certains des membres de l'équipe Milos Film sont devenus membres du collectif. Oui. Je crois que Yersin était membre. Oui. J'ai l'impression que... parce qu'il était plus solide que moi tout seul, à Zurich. Et puis à Zurich, ils avaient la ville de Zurich qui les a... La ville et le canton qui ont aidé le cinéma dans une manière que seuls les Genevois, et peut-être en partie les Vaudois, ont appliqué en Suisse romande. Et donc vous n'aviez pas de lien, vous ne collaboriez pas ensemble? On n'a pas fait de choses ensemble. Parce que je pensais justement au film qu'on évoquait tout à l'heure sur la grève, Éléments de grève, là, le film sur les grèves Bulova. À un moment donné, il me semble que vous êtes en contact avec le film collectif pour voir s'ils peuvent vous aider à distribuer le film en Suisse allemande, non? Il y a pas moi, je n'en sais plus. Je crois bien que vous êtes plus au courant du film que les... Ah oui, c'est peut-être dans la période après où on cherchait à le distribuer. Et puis... Ou à le doubler aussi. Peut-être pour des sous-titres, et puis on a... ou bien on a obtenu des réponses négatives, ou bien on a posé les plaques. Okay. Ah oui, parce que quand même, une de mes grandes faiblesses dans ce domaine-là, quand les films sont terminés, hein, ils ne m'intéressent plus beaucoup. Et vous avez quand même... Oui, j'ai fait 2 tours d'Europe, plusieurs tours d'Europe, avec 4 d'entre elles, avec Vive la mort. On a refait des tournées avec des courts-métrages, etc. Mais comme on ne s'est jamais tellement intéressé à ce genre de problème, moi, je savais que je pouvais avoir un Belge qui prenait pratiquement les films qu'on avait faits, que j'avais un ami au Danemark qui regardait les films qu'on avait faits. Je ne voulais plus présenter ça à nos braves dames du Canada parce qu'elles ne payaient jamais. Et puis, il est arrivé souvent qu'on finissait le tournage d'un film, puis qu'on a quelqu'un qui faisait toc-toc à la porte pour parler du suivant. J'ai été très mauvais vendeur, basta. Et finalement, votre activité de producteur s'est poursuivie encore dans les années 80, dans les années 90? Bon, alors le décès de Micheline, parce qu'on travaillait à 2, alors intensément, a fait qu'on a continuer de faire les choses qui étaient en cours, d'aller jusqu'au bout avec des contacts pris. Ça s'est quand même terminé d'une manière assez brillante, entre guillemets, avec le prix obtenu à Cannes pour les petites magiciennes. Vous avez coproduit les petites magiciennes? J'ai produit les petites magiciennes en n'ayant fait qu'une seule chose pour le produire. C'est quand Mercier est venu avec son scénario. J'ai dit, tu tournes en 16 ou en 35? Il m'a dit en 16. J'ai dit, tu reviens me proposer ton sujet si tu tournes en 35. Ciao. Puis il est revenu, il l'a proposé en 35. Et puis il se trouve qu'en 3 mois, on a eu l'argent du canton, l'argent de Berne, enfin, je ne sais plus, en 3 mois ça s'est financé. Puis voilà. Donc ça, c'est un film de signe de Yves Robert aussi, ou... de Vincent Mercier et Yves Robert, qu'on considérait comme un document, puis qui a reçu à Cannes le prix du meilleur court-métrage de fiction. Là encore, le boom qu'a eu le fait qu'un film suisse soit primé à Cannes, mais que ce soit un film de 8 minutes. Le lendemain, quand je venais donner mes leçons au gymnase, mes élèves étaient avec une tourte comme ça. Enfin bon. Puis on a mangé la tourte au lieu de parler de cinéma, de parler de maths. Mais il y avait un effet d'annonce important. Si dans les 6 mois, Mercier est arrivé au bout des scénarios qu'il écrivait, on finançait son film. Puis il s'est intéressé à d'autres choses. Puis Mercier, on ne sait plus qui c'est. Oui, on sait encore qu'il vit au Canada, et puis qu'au Canada, il a une entreprise où il fait beaucoup de cinéma en avance sur les autres, parce qu'il a compris le numérique avant beaucoup d'autres.
Et puis, une autre question que je me posais par rapport au film collectif, est-ce que Milos Film, comme le film collectif, avait un parc de matériel? Est-ce que vous avez acquis des caméras, table de montage, des choses comme ça? Les caméras, je ne sais plus. Table de montage, en tout cas. On a acheté une table de montage allemande de 35 000 balles, qui était... mais c'était déjà plus Milos Film, c'était déjà Milos Film SA, hein, je crois. Qui a été payé par les montages qu'on a fait les uns et les autres, plus des locations, sans trop de problèmes, et qui avait été déposé, parce qu'il y a aussi eu un collectif à Lausanne. Oui. Est-ce que c'était lié à celui de Zurich ou pas? En fait, en partie, oui, parce que Robert Bonner nous a bien expliqué c'est ça, en fait. Mais oui, via Robert Bonner, il y a eu ce film collectif, Écu Blanc qui s'est... Le film collectif Écu Blanc était lié d'assez près au film collectif Zurich. Et puis comme Yersin et Champion, en tout cas Reusser, je crois pas, puis étaient dans le groupe, c'est eux qui se sont trouvés à animer le film collectif à Écu Blanc. Quelque part, le film collectif d'Écu Blanc est né avec les petites fugues. En fait. Il est né pour les petites fugues. C'est ça, il s'est constitué pour pouvoir produire les petites fugues. Mais je crois qu'il a été monté sur notre table de montage, qui a été reprise ou qu'on a donné. Ça, je ne sais plus ce qu'on en a fait. Je ne sais plus comment s'est terminée l'histoire de la table de montage. Mais ce qui est sûr, c'est que la table de montage, c'est moi qui ai signé les papiers, si je me souviens bien. Enfin, la dette, ça me paraissait à l'évidence que quand on n'avait pas de recettes, c'est moi qui payais les mensualités à la banque. Mais peut-être que je me souviens mal. J'avais envie de revenir sur cette idée un peu étrange de financer un film par souscription publique. Parce que ça, c'est quelque chose qui ne se faisait pas. Enfin, c'est quelque chose... Qui a eu l'idée, tout à coup, de mettre en route cette idée de souscription publique pour un film de Brand? Mais c'était pas la chaîne du bonheur au départ? Qu'est-ce qu'était la chaîne du bonheur au départ? C'était Jacques Roland et Roger Nordman. Oui, Roger Nordman. Voilà, eh bien oui. Alors, comment est-ce que Roger Nordman s'intéresse tout à coup au travail de Brand? Ça, je n'en sais plus rien. Mais je crois que c'est Nordman qui doit avoir lancé l'idée pour financer le film de Brand qui allait suivre son travail d'expo. Hein. Ouais. C'était après la réussite des films L'Expo. C'est vrai qu'un des moments forts de l'Expo de 64, c'est évidemment la série des 5 films de Brand, et puis de C'est ça la vie. Hein. Oui, c'est ça me revient. Ouais. Alors, par quel bout ils se rencontrent? Parce que tout le monde se rencontre en Suisse romande. Je ne sais pas comment ça. Par quelle bouche tu dois y Roger Nordman, et puis même Pierre Grabert. Nordman doit dire à son ami Grabert, on pourrait faire quelque chose de chouette en finançant le prochain film de Brand. Puis on lance une communauté nationale d'investissement en invitant les gens à mettre une bougie sur les fenêtres pour donner leur accord. Échec complet. Mais financer un cinéaste en Suisse en 1965, 6, 7, je ne sais plus. 66, 67. C'est une idée complètement absurde, un échec total. L'argent qui a été récolté, il a servi à payer les dettes pour la promotion qu'on avait faite. C'est tout. L'idée était belle, l'idée était fausse. Mais donc comment vous êtes arrivé parce que j'étais avec Brand. Parce que vous connaissiez Brand. Okay. On était... j'entends tout le... Bon, Brand, c'était... Bon, Brand, il a essayé dans une école, moi dans l'autre. Forcément, on se rencontrait. Il y a eu l'histoire de quand nous étions petits-enfants, qui s'est tournée tout près de chez... Enfin bon, peu importe. Brand, on se connaissait tous. Mais c'est intéressant de savoir comment vous êtes... oui, Brand. Oui. Mais je suis une des vedettes du film de Brand de l'Exposition nationale. Il y a dans des films de l'Exposition nationale, on voit un jeune professeur qui avait une petite barbe, qui est en train de donner une leçon de trigonométrie sur le théorème du sinus ou du cosinus. Il était venu, alors il fallait illustrer l'idée de l'encombrement qu'il y a dans l'enseignement, les classes trop lourdes, etc. Parfois, moi, il voulait faire avec moi, parce que moi j'avais une classe scientifique où j'avais 14 élèves, c'était un petit nombre. Alors pour ce film-là, on était allé prendre la classe voisine. On a mis 28 élèves ou 26 élèves dans la classe pour que les contre-champs soient sur une classe encombrée. Et j'ai enseigné le trigonométrie. Je me suis fait engueuler par mes collègues. Ils m'ont dit, tu aurais mieux fait de parler des théories des ensembles. J'ai dit, dans une des conditions, c'était de faire ma leçon comme d'habitude. Ouais, mais tu avais une autre classe avec toi. Bon,
Alors, le lien avec Bran, il était entre autres par là, c'est-à-dire qu'on avait fait ensemble des choses comme ça. On est allé à des rencontres de Genève, enfin, je ne sais plus dans quel ordre. Mais lui, par contre, il n'a pas du tout eu à avoir affaire avec l'option enseignement cinéma du gymnase de Absolument pas. de Châtel. Non, il a quitté l'enseignement assez vite, poussé pour ça par Jean Gabu du laboratoire d'ethnologie, enfin du musée d'ethnologie de Neuchâtel. Et c'est là qu'il a fait l'Épeule, ses premiers films qui sont des choses admirables. Mais quelque part, Henri Brandt, dans un Milos film, n'aurait jamais eu la possibilité ou l'envie de produire un film de Brandt, par exemple. Ben, ça aurait pu se faire. Moi, j'avais plus ou moins convenu avec lui que je pouvais mettre 20 000 francs dans son film, avant 4 d'entre elles. Et puis, les choses se sont déroulées avec Brandt, je voulais absolument le tirer du côté de la fiction. J'ai amené Milos Forman chez lui, parce que, bon, Milos Forman est venu assister, on a fait une tournée en Suisse, en 64, avec l'As de pique. Et puis, avec Brandt, ça ne se passait pas comme je voulais. Même si j'ai suivi une partie de la préparation de son film Autour du monde. Donc, il partait dans des directions qui n'étaient pas ce que je voulais. Moi, je voulais de la fiction. Et puis, j'ai commencé avec 4 d'entre elles, puis l'argent n'était plus là. Alors, Henri était peut-être un peu moins content. Je passe sur des relations personnelles. Brandt vivait une période très troublée avec sa femme. On avait voulu, ma femme et moi, essayer de faire de l'arbitrage dans un couple. C'était un moyen de se brouiller avec les deux. Bon, puis nos voix se sont séparées. Okay. Mais elles se sont séparées après le coup de la communauté nationale d'investissement, qui était une mauvaise idée. C'est une idée à la Nordman. Quand Nordman et Jacques Rollin font la chaîne du bonheur, ils ont une bonne idée. Et puis faire une communauté nationale d'investissement pour financer un film sur l'état du monde, c'est pas ça qui me fait battre le cœur des Suisses. Vous savez ce que vous allez voter dans quelques jours. Enfin, je sais pas comment vous allez voter. Vous savez sur quoi. Bon, en plus, c'est très chouette, ce genre de contact. D'ailleurs, l'idée de me faire reparler de Brandt me fait quand même penser à la manière de se souvenir de toute cette époque. Il est absolument clair, ma chère madame, que vous êtes un peu responsable de mon regain d'intérêt pour le cinéma à travers votre travail, qui m'a obligé de me poser des questions. Puis j'ai découvert quand même que le boulot qu'on avait fait, c'était quand même pas si mal. Si j'avais vu votre document à vous, où vous retrouvez les textes qu'on a fait pour l'impartial au fur et à mesure des années, j'aurais peut-être eu le même plaisir. Et puis, alors, ce qui est arrivé, je ne suis pas complètement sûr que ce que j'ai raconté soit conforme à la réalité. J'ai, à mon avis, un pouvoir d'embellissement que mes enfants me reprochaient. On a quand même parfois du plaisir à t'entendre raconter des choses qu'on a vécues, mais c'est pas les mêmes. Non, je veux dire, on embellit un souvenir, on croit que c'était comme ça, en réalité c'était tout autre chose, mais ça reste dans la ligne de la vérité, il n'y a pas tellement de mensonges qui s'y introduisent. Alors, j'ai peut-être embelli mes souvenirs. J'avais dit tout à l'heure, en début, j'avais jamais fait de dette, c'est pas vrai. J'avais oublié une grosse dette, c'est la dette sur le film Dubié, où il était resté entre 15 et 20 000 francs de dette. On voulait le faire avec des parts sociales. On en avait besoin de 67, puis il restait quand même 15 ou 20 000 dans mes comptes. Et puis dans Milos Film, commençant de dormir. Et puis là, j'ai su frapper à la télévision à une bonne porte. Qui pourrait être traité de copinage, je ne vais pas entrer dans les détails, comme pouvait être traité de copinage le fait d'avoir eu un Überbrückungskredit, mais il y a des moments où on est coincé, où on tire la langue, et puis où on s'accroche pour s'en tirer. J'ai eu la Confédération pour sauver Milos Film une première fois. J'ai pas eu les 5 000 francs pour les divers et imprévus, mais j'ai eu une leçon tellement bonne que ça m'a évité des dettes pendant les productions d'une vingtaine de films. Puis l'autre coup de main en partie amical,
qui était un geste d'amitié, rendant un geste d'amitié, c'est que la télévision romande m'a fait un contrat sur le film Dubié que personne ne voulait voir, ni dans les syndicats, ni dans les non-syndicats, etc., qui m'a permis de payer la dette. Et puis je suis très content que j'ai pu payer des dettes et puis dépenser plus de 3000 francs par année pour les fiduciaires qui me donnaient la bénédiction pour les 5 écritures que j'avais à passer avant que je donne Milos Film pour le prix de 3 francs symboliques à Frédéric Maire, Vincent Haddad et Francine Piquel, La Lanterne Magique. Donc ça veut dire qu'en 2006, vous avez passé la main? J'ai passé la main peut-être avant 2006, je sais plus, je m'en suis débarrassé. D'accord. J'en avais marre. Mais Milos Film existe toujours. Ah, il est dans la main des créateurs de... La Lanterne Magique, ce qui doit vraiment poser un problème très important au directeur de la Cinémathèque. Est-ce qu'il a le droit d'être actionnaire dans une société privée? Et donc vous, par contre, ce qui est extraordinaire, c'est que vous continuez votre activité de producteur, puisque vous avez fondé, je crois que c'est justement en 2006, une nouvelle 2006. maison. Je ne sais plus exactement. Mais une nouvelle maison de production. Oui. Alors bon, de toute façon, l'amour du cinéma n'a pas disparu. Ouais. L'écriture sur le cinéma n'a pas disparu, elle a été freinée, mais freinée depuis 1960 et des poussières, par une double activité du côté de la télévision. Il y a une période où j'écrivais 3 textes par semaine sur la télévision. Mon intérêt pour l'audiovisuel a changé. Je pense qu'en ce début du XXIe siècle, les choses intéressantes qui se passent, c'est pas au cinéma. Il reste des grands auteurs. Il reste des vieux cinéastes qui sont en train de faire, eux, les bons films. Les bons films, c'est Eastwood, c'est le Portugais qui a 100 ans, c'est Chabrol qui a mon âge, il a 80. Le grand cinéma aujourd'hui, il est fait par des vieillards. Le cinéma ou l'audiovisuel moderne, il est fait par des équipes d'écrivains américains, bientôt des écrivains suisses ou français. Il n'est plus fait par des metteurs en scène, parce qu'on peut changer le metteur en scène de soprano, on obtient le même résultat. Et puis il est fait par le créateur des idées et par les monteurs, par les acteurs qui connaissent mieux les personnages que les réalisateurs interchangeables. L'audiovisuel d'aujourd'hui, c'est les grands feuilletons américains qui passent avec le logo rouge sur la TV romande à partir de minuit. Et, espérons-le, sur les petits produits comme 10 qui vont sortir aussi. Donc les séries télévisées, quoi. Les séries oui, non, mais c'est plus des séries télévisées. Parce que ces trucs-là, ils sont faits pour des chaînes privées américaines à péage, qui ont d'énormes moyens, parce que les clients, ils ne travaillent pas à l'audimat, ils payent leur péage mensuel. S'ils ne sont pas contents, ils doivent être mécontents 20 fois par mois pour les envoyer faire fiche. Donc, ils peuvent risquer. Le cinéma ne peut plus risquer. Le cinéma commercial. Vous produisez encore? Ah ben oui, ça alors. D'abord, c'est parce que mon goût a changé. Et puis parce que mon petit-fils qui commençait de faire du cinéma, un beau jour m'a dit, j'en ai marre, je sais pas, je gagne pas ma vie, je travaille au noir, mais j'aimerais bien sortir de cette incertitude. Puis je sais pas d'où il est allé chercher l'idée qu'il fallait qu'on crée une SARL pour qu'il puisse être son propre employé, puis toucher ses propres salaires. Puis c'est des choses familiales. Mon fils qui est décédé a reçu beaucoup d'argent avance d'héritage. Ma fille qui est cancéreuse en Espagne a reçu beaucoup d'argent avance d'héritage. Puis la petite qui est monteuse à la TV, ben, elle n'a pas reçu beaucoup d'argent. D'après tout qu'elle en reçoive aussi, elle. Puis on a voté un crédit de 20 000 balles pour créer la société. Puis avec la société SARL créée, ils ont fait un petit truc qui s'appelle 961, qui est un très mauvais film, qu'on m'a dit tout à l'heure, mais d'une manière tellement gentille que c'est absolument clair. C'est-à-dire que c'est un bon film de débutant qui leur a permis d'entrer dans un deuxième court-métrage qui nous a fait une énorme surprise parce qu'on ne savait pas ce qu'il valait ce film. Puis on s'est mis à découvrir que le public aimait le film à Genève, puis à Soleure. Puis après Soleure ou avant Soleure, les gens des Quartz suisses l'avaient désigné comme un des meilleurs, des 5 meilleurs d'il y a 2 ans. Et puis ça a fait beaucoup dans le milieu des décideurs.
Alors, on a pu taper à une porte, à quelques portes, qui nous ont permis de financer un film qui s'appelle All That Remains, un long métrage de 90 minutes, qui n'existait pas il y a 1 année et demie et qui est terminé maintenant, ce qui n'est pas si mal que ça d'avoir fait un premier film en 1 année et demie. Et puis j'ai du plaisir parce que je suis content de ce qu'ils ont fait. Non, le film, est-ce qu'il sera reconnu par le public? J'en sais rien. Moi, je m'en fous, au fond. Je m'en fous parce que il y avait un scénario, le scénario est sur l'écran, il y avait un budget de tournage, il y avait des voyages aux États-Unis et des voyages au Japon. Les tournages se sont déroulés avec moins d'argent que ce qu'on avait mis. Ils n'ont pas eu besoin des divers imprévus. On a fait un montage qui a, hélas, quelques minutes de trop, mais on ne sait pas où enlever. L'opération est réussie parce qu'ils ont appris. Et puis que le prochain film, eh bien, on ne fera plus les gaffes qui ont été faites, en particulier de mal terminer les finitions, parce que autant Pierre que Valentin étaient en train de gagner de l'argent par du boulot alimentaire, qui les intéresse d'ailleurs, parce que mon petit-fils fait du boulot alimentaire, qui consiste à faire 2 fois le tour du monde par année. C'est pas si mal, hein. Je veux dire, ça permet de voir. Et puis parce que j'ai eu du plaisir à recommencer. Alors dites-nous quelques mots des films que vous avez tournés avec Frédéric Gonzette. Je crois qu'il y a quelque chose... Ah ben disons, bon, Gonzette, il y a d'abord son premier film qui s'appelait La petite est morte, qu'il avait vu à Soleure, qui était Maltout, comme le Porporino. Puis j'avais trouvé ce Maltout tellement attachant que j'ai dit à Gonzette, votre prochain film, je contribue à le financer, vous viendrez... Bon. Puis il est venu me trouver, puis on a fait deux longs métrages, un où ma part était relativement restreinte, La Bataillère, puis un autre... Donc je ne sais plus comment il s'appelle là. L'hypothèque, oui. Ouais. Qui a quand même commencé une petite carrière pas inintéressante. Mais j'aurais voulu que Gonzette, je croyais que Gonzette allait s'intéresser à la fiction. Dans la suite de ce qu'il a fait, il y a un bout de fiction dans un film avec Bidot, mais c'est plus ce qui se passe dans la montagne. Il n'a pas fait de fiction, il a fait de la documentation, généralement bonne d'ailleurs, mais dès l'instant où mon rêve de fiction est trahi par des éventuels cinéastes qui ne veulent pas faire de fiction mais de la documentation, je vais voir ailleurs. Et enfin, pour ces films, vous êtes allé à Berne? Ah, alors, bien sûr que pour ces films, on a appliqué le système habituel. On a demandé de l'argent à Berne. Et je crois qu'on a demandé de l'argent à Berne en particulier pour l'hypothèque, dont l'opérateur était Renato Berta. Et puis l'acteur principal, Guillaume Chenevière. Et puis l'actrice, une chanteuse dont j'ai honte de ne pas me souvenir du nom, mais elle est très connue. Ça a été la compagne de Gonzette un certain nombre d'années. Enfin, bon, puis on a là. Bon, passons sur ces fous du mémoire. Alors on demande de l'argent, et puis on reçoit un refus, dont l'argument principal était film destiné à la télévision. Donc le cinéma, c'est seulement destiné au cinéma sans spectateurs et pas à la télévision qui a des spectateurs. Alors, c'est 71, ça, ou 72. Alors je fais un recours, un bon recours, puis je le gagne. Alors, j'étais déjà à la commission, puis Alex Benning, j'ai gagné, il me dit attends. Ils ont repris le dossier en main, puis ils ont refait une décision beaucoup mieux documentée, refusant la subvention. Je prends acte que la subvention a été refusée. Mais ça signifiait à ce moment-là pour eux l'interdiction de dire film TV n'est plus un argument. Et je crois que déjà en 1970, on pouvait quand même comprendre, ou commencer de comprendre, que le cinéma c'était une chose, puis que la télévision c'en était une autre, mais qu'il n'y avait pas le cinéma génial, puisqu'aujourd'hui il faut que les grands cinéastes aient tous 80 ans ou plus, ou 70 ans ou plus, puis comme ça permet de faire de belles trucs mortuaires. Enfin, il y a quand même un ou deux jeunes qui font de bon cinéma. Hein, et puis ce que fait la télé, c'est un ramassis de petites merdes sans intérêt. Non, ce que fait la TV, c'est chouette. Ce que fait la TV avec les séries télévisées qui sont faites hors de toute préoccupation financière, commerciale, c'est important. Donc c'était important qu'on coupe le bec à ceux qui, à ce moment-là, disaient « on n'en veut pas parce que c'est un film TV ». D'ailleurs,
Il y a quelques-uns de mes chers collègues jeunes, quadragénaires, critiques de cinéma, qui auraient aujourd'hui encore tendance à dire, puisque c'est mauvais parce que c'est de la TV, hein. Il y a trop de gros plans, c'est de la TV, etc. Bon, il y a quand même une petite différence entre le cinéma et la télévision, hein. On peut quand même faire 3 ou 4 minutes de télévision correcte en un jour. On ne peut pas tellement faire 3 ou 4 minutes de cinéma correct en un jour. Enfin, il y a ça. Alors moi je voulais quand même encore évoquer avec vous le fait que vous avez non seulement produit des réalisateurs suisses, mais que vous avez aussi produit à l'étranger. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, ben, forcément que si on est dans les festivals à voir des films, on finit par rencontrer d'autres jeunes qui font du cinéma et qui... Après tout, il n'y a pas de raison qu'ils n'aient pas aussi du talent si on aime leurs films. Alors il se trouve qu'on a rencontré un cinéaste roumain à Locarno, Radu Gabrea, qui est devenu un ami, puis qui un beau jour nous a dit, bah, écoute, on va faire un film ensemble sur les montagnes de charbon dans la Roure. C'est un texte qui vient de l'UNESCO ou je ne sais plus de qui. On a fait un très beau film qui s'appelait... encore le blanc. Enfin, bon, on a fait un film avec un Roumain. La copie a été tirée en Suisse. C'est un texte d'un auteur français auquel on avait oublié de demander les droits, donc le film n'est jamais sorti. Puis par quel bout est arrivé un beau jour chez nous un Suédois qui s'appelait Peter Kilberg, qui voulait tourner un film en Suisse avec Jean-Luc Bidot. Puis on a fait un film en Suisse avec Jean-Luc Bidot, une trentaine de minutes, où on avait pas même pu gagner pour Milos Film 3000 francs pour nos frais généraux, d'une part, et où j'ai vu une des plus belles leçons de cinéma. J'ai vu notre ami Kilbert, il voulait absolument une voiture qui tombait dans un ravin en tuant le personnage qui était au volant. Alors il aurait fallu la voiture, il fallait le ravin, il aurait fallu le montrer la mort. Puis il n'y en a plus le rond. Il fait la gueule. Et puis le lendemain, il nous dit, j'ai trouvé ma scène, alors il nous sort un faire-part de deuil, où il y avait une croix. C'était fait. C'était fait. Comme quoi on peut faire des scènes magnifiques. Vous avez déjà vu des gros plans, déjà vu des plans d'ensemble, des chevaux dans un film de Robert Bresson, des chevaux entiers, le corps entier dans un film de Bresson. Non, on voit que des gros plans. Il n'y a même pas besoin de cheval. C'est une magnifique leçon de cinéma, ça. Encore une leçon de cinéma qui résume le cinéma suisse. Avec Costard Alambis, qui est un couple qui se promène le long d'un cimetière à Vevey, le soir, et qui marche lentement. Puis Alambis s'énerve, il dit « Coupez !» Il dit à mon coin « Ah !» Puis il dit « On recommence plus lentement ». C'est une très bonne image du cinéma suisse sur lequel Nicolas Bidot à Berne a craché avec parfois un très grand savant, geste savant de crachat à longue distance. Mais c'est aussi une image d'un cinéma suisse qu'on a aussi contribué à faire, hélas. Hein. On croyait que quand les gens déambulent, ils pensent. Mais on a oublié de voir comment on montre la pensée. Un soir, le long d'un cimetière où il n'y a pas d'éclairage. Il n'y a pas d'éclairage qui permet de voir les traits d'un village. Ben, j'aime bien finir cette partie-là sur la mise en cause de tout le cinéma qu'on a produit au temps de Milos Film.